Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film d'horreur qui est un petit peu passé sous les radars. En sous-marin. J'étais à la recherche d'un film d'horreur, ou fantastique, et je me suis souvenu qu'il y a un film à côté duquel j'étais totalement passé, que j'avais loupé quand il était sorti au cinéma, qui s'appelle The Deep House, le film de 2021 de Julien Maury et Alexandre Bustillo. Maury et Bustillo sont deux réalisateurs qui ont l'habitude de collaborer depuis des années et des années, qui ont fait leur tout premier long métrage avec À l'intérieur. Je vous le conseille, excellent film, hyper traumatisant. Et ensuite, ils ont continué leur carrière avec, entre autres, Aux yeux des vivants et Leatherface, qui sont les deux que j'ai vus. Ils en ont fait d'autres, dont plus récemment Le Mangeur d'âme, je crois, que je n'ai pas encore vu, que, à mon avis, je vais pas tarder à mater, puisque je crois qu'il est disponible sur une ou deux plateformes. Donc voilà, et The Deep House, vous allez voir quand je vais vous raconter le pitch, est quand même quelque chose de très intéressant. Ça raconte l'histoire de Ben et Tina, qui sont un jeune couple, et qui ont pour hobby de faire de l'urbex. Vous savez, l'urbex, c'est quand on va visiter, entre guillemets, caméra à l'épaule, des vieux bâtiments un petit peu délabrés. Eux ont une chaîne YouTube sur laquelle ils diffusent les vidéos d'urbex qu'ils font, qui mêlent et la visite de lieux délabrés et un petit peu de paranormal parfois. Leur chaîne YouTube s'appelle TB Urbex, TB comme je suppose, Tina et Ben, et dès le début du film, on les voit s'entraîner, notamment à respirer sous l'eau, à pouvoir tenir longtemps sans respirer sous l'eau. Pourquoi ? Parce que Ben, visiblement, a entendu parler d'un lieu, dans un lac, dans lequel il y aurait une maison délabrée à visiter. Je vous cache pas que quand j'ai vu le pitch du film, j'étais hyper hypé. Film de genre français. Maury et Bustillo, deux réalisateurs que j'aime beaucoup, qui traitent de l'urbex. L'urbex, c'est un truc qui m'attire énormément. J'en ai jamais fait, mais je suis depuis 4-5 ans des gens qui font de l'urbex, et c'est un truc qui m'a toujours intéressé. Et une maison sous l'eau, délabrée, dans laquelle il se passerait des trucs, une sorte de huis clos avec uniquement 2 personnes, ça sent bon. Comme d'habitude, je commencerai évidemment par une version sans spoil, pour vous raconter un petit peu le début de l'histoire et mon ressenti sur ce film-là, et ensuite on basculera sur une partie avec spoil, et je vous préviendrai à ce moment-là. Alors malheureusement, le début du film, pour moi, toute la phase d'exposition, entre guillemets, des personnages et des situations, est pas très engageante. On y suit donc ce fameux couple, Ben et Tina, qui font de l'urbex dans un bâtiment. Et en fait, on constate vite que même si le couple, globalement, s'entend bien, il y a des petites tensions. Pourquoi il y a des tensions ? C'est parce que la chaîne YouTube, c'est surtout lui qui s'en occupe. Elle pourrait faire de l'urbex tranquillement dans son coin sans être diffusée sur Internet. Mais donc la chaîne, c'est lui qui s'en occupe, c'est lui qui veut faire des vues, il a toujours la caméra à la main. Et on constate que Tina, il y a pas mal de choses qui l'agacent. Tina, elle aime pas quand lui, par exemple, il lui fait peur. De temps en temps, en urbex, il se cache, il sursaute, il lui fait peur. Elle, ça l'agace. Elle aime pas non plus, comme il a toujours la caméra à la main, qu'il la filme dès le matin. Le matin, au réveil, elle se trouve pas très jolie, et lui, il est déjà en train de la filmer. Ça l'agace. Ça l'agace aussi qu'avec sa caméra, il fasse genre, on regarde un petit peu le paysage, alors que elle est en train de faire ses besoins dans la nature. Et lui, il passe avec sa caméra. Ça l'agace. Ça peut se comprendre. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est une manière pas très subtile de nous montrer qu'en fait, il y a des tensions dans le couple, notamment dues à ça. À l'omniprésence de la caméra et à la fameuse chaîne YouTube. Alors si l'écriture des personnages, elle, n'est pas hyper subtile, je pense que vous l'avez compris, l'interprétation, elle est top. Les deux acteurs sont très bons. Il s'agit de James Jagger, oui, c'est bien le fils d'eux, et de Camille Rowe. Ils ne sont quasiment que 2 dans tout le film. Il y a quelques acteurs qui interviennent sporadiquement, mais comme ils tiennent le film sur leurs épaules, c'est bien qu'ils soient bons. Après, il faut dire aussi que dans 80% du film, ils sont sous l'eau, ils sont en combi avec la bouteille, etc. Donc on les voit pas tant que ça. Mais en tout cas, eux jouent bien. Un autre côté positif en plus de l'acting, c'est l'ambiance. Quand je parle d'ambiance, je parle de la tension ou une certaine angoisse. Je parle pas de la peur. La peur, pour moi, dans le film, c'est un problème. On y reviendra un petit peu plus tard.
L'ambiance, elle est sympa et elle est bien faite, pour plusieurs raisons. Déjà parce que The Deep House porte bien son nom, il s'agit d'une maison qui est bien délabrée, bien dégueulasse, donc déjà, niveau ambiance, on est dedans, et comme elle est en profondeur, il y a de l'obscurité, en plus il y a de l'eau un petit peu floue, un petit peu trouble, ce qui fait qu'il y a pas mal de choses qui sont masquées, on n'éclaire que avec le peu de lampes et de lumière qu'ils ont, donc voilà, niveau ambiance, c'est plutôt sympa, il y a des coins noirs, il y a des pièces qui sont difficiles à bien comprendre, à bien lire, là-dessus ça fonctionne bien. Maintenant, ce qui fonctionne moins bien à mon sens, c'est donc le côté peur. Maury et Bustillo sont quand même réputés pour faire vraiment peur, voire même installer un certain malaise. Et parfois dans leurs films, il y a pas mal de gore. Là, c'est pas du tout le cas, d'accord? Ne vous attendez pas à des giclées de sang, c'est pas le cas. On est vraiment sur un film mi-horreur, mi-fantastique, qui va un peu plus vers le fantastique que vers l'horreur en fait. Quand on parle de peur, qu'est-ce qui ne fonctionne pas là-dessus? Parce que je vous le dis, hein, moi, le film, globalement, ne m'a pas fait peur. Il y a, à mon sens, deux choses qui ne vont pas. La première chose, c'est que ces phénomènes de peur-là sont trop amorcés par ce qu'elle dit Tina. Trop de fois, elle dit « j'ai peur, je suis en train de flipper ». Elle dit à son homme « arrête de faire ci, arrête de faire ça, parce que tu me fais peur ». Donc elle le dit tout le temps « j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur ». Mais le problème, c'est que moi, en tant que spectateur, j'ai pas envie qu'on me dise d'avoir peur, ou j'ai pas envie de voir quelqu'un qui me dit qu'elle a peur. J'ai envie, moi-même, d'avoir peur. Donc, à chaque fois qu'on l'entend, et ça c'est beaucoup de fois en tout cas dans le début du film, un petit peu moins vers la fin, mais vers le début du film, on sent qu'elle est une flippette, elle a peur de pas grand chose, entre guillemets, et donc du coup, elle le dit, ce qui pour moi amoindrit l'effet de peur. La seconde chose qui ne va pas, c'est les jumpscares. Ils sont pas légion dans le film, il n'y en a pas énormément, mais je trouve qu'ils sont amenés un petit peu maladroitement. D'accord ? Que ce soit par des mouvements de caméra ultra brusques, ou que ce soit par quelque chose qui jaillit rapidement de l'obscurité, que ce soit par des jumpscares sonores aussi, parce qu'évidemment, dans ce cas-là, la musique et le son est très très utilisé. Malheureusement, on est loin de ce qu'arrivait à faire un Carpenter avec La Nuit des Masques, par exemple, où on voyait Michael Myers sortir tranquillement avec son masque blanc de l'obscurité, ce qui était hyper effrayant. Non, là, dans The Deep House, on fonctionne un petit peu plus par jumpscare. Pour moi, encore une fois, c'est un phénomène de facilité. Je trouve ça un petit peu dommage. Il y a autre chose qui me revient et qui a aussi amoindri la peur. C'est-à-dire qu'à un moment, en tant que spectateur, on se dit putain, mais les gars... Alors, je me dis, envers les personnages dans le film, non mais c'est pas vrai, arrêtez d'avoir peur de ça. Et je me dis aussi, j'ai une petite pensée pour les scénaristes, en me disant, mais arrêtez d'écrire les choses comme ça. Je vais vous expliquer. Quasiment au début de leur exploration de la fameuse maison, ils explorent donc les pièces l'une après l'autre, très tranquillement, parce qu'ils sont sous l'eau, en bouteille, etc. En plus, il y a certains passages qui sont un petit peu exigus. Et à un moment, ils arrivent dans une pièce où Tina croit distinguer un être humain, ou peut-être un corps de bébé, un corps d'enfant. Or, après avoir flippé, elle réalise que c'est une poupée. Ok, admettons. Un petit peu plus tard, il voit comme un corps à moitié nu, on va dire, de quelqu'un qui a les bras en croix. Après avoir flippé, il s'avère que c'est une statue du Christ sur sa croix. Bon, le coup de la poupée, le coup du Christ, moi je me suis dit à plusieurs reprises, arrêtez d'avoir cette mécanique-là, on a compris. Le moindre objet va finir par faire peur, ils vont voir un lustre, ils vont flipper. En revanche, et là ça devient intéressant, et c'est là où pour moi le film, on va dire, gagne en qualité, c'est sa seconde partie. Il se passe quelque chose, il trouve quelque chose dans cette maison qui déjà m'a beaucoup intéressé et qui modifie un petit peu la vision que j'avais du film. Bon, pour ça, je peux pas aller plus loin dans ma partie sans spoil parce qu'il va vraiment falloir que je parle de choses assez importantes. Donc, comme d'habitude, si vous n'avez pas vu le film, attention, ça va spoiler sévère. La maison qu'ils vont visiter, en mode urbex plongé, c'est une maison qui leur a été conseillée par un mec sur place, un local, qui s'appelle Pierre, qu'ils ne connaissent absolument pas, et qui leur a dit « Venez, je vous emmène un petit peu plus loin dans la forêt, il y a une espèce de lac ou une étendue d'eau, là, vous y trouverez une maison hyper intéressante pour votre urbex. » Donc c'est pour ça qu'ils vont à cet endroit-là, et c'est là le cœur du film, c'est dans cette maison-là. Ce mec, pour le moment, on ne sait pas exactement qui c'est. Eux, la maison qu'ils vont visiter, c'est la maison des Montaignac. D'accord ? C'est une belle baraque avec un portail sur lequel il y a une pancarte avec marqué défense d'entrée. Il y a des
comment dire, des blasons et il y a le nom de Montaignac qui est un petit peu partout. Il rentre dans la maison, il voit des objets, parfois quelques photos, etc. Et à un moment, ils arrivent dans une sorte de pièce relativement grande où ils voient deux personnes enchaînées. Deux personnes enchaînées qui ont l'air encore bien portants, entre guillemets. Ils n'ont pas l'air vivants, hein, mais on va dire que leur aspect n'est pas rongé par qui que ce soit ou par quoi que ce soit. C'est comme si les corps avaient été mis là il y a, j'en sais rien, un jour ou 2 jours. Et ils portent un masque. D'accord ? Pour le moment, ces personnes, on ne sait absolument pas qui c'est. Les personnes, elles tombent dessus. Ben et Tina tombent dessus. Et ils flippent leur race. Et là, je les comprends. D'accord ? C'est pas une poupée et c'est pas le Christ. Là, je les comprends. On voit deux êtres humains attachés sous la flotte à cet endroit-là. On se dit, mais what the fuck ? Et ça, pour moi, c'est vraiment le truc le plus intéressant du film. Il va se passer quoi ? Il va se passer que Ben et Tina, à force de rester comme ça, sous l'eau, à un endroit obscur, à force d'avoir vu des choses à droite à gauche, vont commencer à avoir de réelles visions. Et on ne sait pas trop si ce qu'ils vont voir est réel ou imaginé. Et notamment, ils vont commencer à se faire poursuivre par les deux petits vieux, les deux personnes en fait qui étaient enchaînées. Et j'ai trouvé ce passage-là non seulement très intéressant au niveau du lore, parce qu'on va en apprendre plus sur eux et sur la maison, et j'ai trouvé ça très intéressant aussi, en termes de peur et en termes d'angoisse, parce que ça, oui, pour le coup, ça fait vraiment flipper. Et c'est là la valeur ajoutée de Maury et Bustillo, qui savent très bien filmer ça. On est en huis clos, dans des endroits hyper exigus. En plus, je ne l'ai pas précisé au début de ma critique, mais c'est filmé par leur propre caméra, c'est-à-dire que eux ont un drone, hein. Ben et Tina, quand ils font de l'urbex, ils ont un drone. Donc il y a et la caméra du drone et leur propre caméra à eux. Ce qui fait un petit effet rec, le film, aussi, puisque tout est filmé plus ou moins par GoPro ou VHS. D'accord ? Donc, comme c'est angoissant, sombre, exigu, filmé par petite cam, oui, ça fonctionne bien. Il y a un petit côté Blair Witch aussi. Et donc, ils se retrouvent poursuivis par les deux petits vieux sous l'eau, dont on ne sait pas si ce sont des êtres humains qui se sont réveillés, si ce sont des êtres plutôt fantomatiques, mais en tout cas, ça fonctionne bien. Ça m'a même fait penser un petit peu, toute proportion gardée, à Carnival of Souls, qui est un de mes films d'horreur vraiment que je kiffe, et où il y a cette espèce de fuite, où la personne elle a toujours envie de fuir les visions qu'elle a, les visions cauchemardesques qu'elle a. Là, dans The Deep House, ça fonctionne bien. On les voit être poursuivis, de temps en temps se retourner. Quand ils se retournent, les deux petits vieux gagnent du terrain. Tout ça en plus sous l'eau, c'est efficace. Ça fonctionne bien, j'ai beaucoup aimé. Et c'est là, à mon sens, où le bas blesse, entre guillemets. J'aurais aimé que cette partie-là, la partie poursuite, découverte, les Montaignac aussi, puisqu'ils sont dans le manoir des Montaignac, avec tout ce que ça inclut comme lore, qui a l'air hyper intéressant, et qui est un petit peu expliqué dans le film, j'aurais aimé que cette partie-là soit plus longue. Et que toute la première partie du film, qui est pourtant pas long, hein, le film fait moins d'1h30, la toute première partie du film, qui est donc la partie avec l'exposition des personnages, où on nous explique leurs relations, avec toutes les fausses peurs aussi à droite à gauche, la poupée, le Christ machin, et quelques bruits, j'aurais préféré que cette partie-là soit un peu raccourcie au profit des Montaignac, et que par exemple, il y ait beaucoup plus de poursuites entre les deux jeunes qui font de l'urbex et les habitants de la maison, parce qu'il n'y a pas que les deux petits vieux, il y a d'autres apparitions aussi. Voilà, j'aurais aimé un côté un petit peu plus Resident Evil en fait. J'aurais aimé que ces deux petits vieux soient un peu la némésis, ou le némésis, puisque c'est en l'occurrence c'est un gros bonhomme, qui poursuit l'héroïne dans Resident Evil 3. Voilà, avoir ce même sentiment comme ça de peur constante. Alors, il n'en reste pas moins que The Deep House est un film extrêmement honnête, plutôt bien fait, surtout donc dans le fantastique plus que dans l'horreur. Moi, il ne m'a pas fait peur, mais il y a quelques scènes qui sont assez angoissantes. Je vous parlais de l'ambiance tout à l'heure en début de critique. L'ambiance, elle est là, hein. Elle est bien posée et elle est là. C'est pour ça que pour ce film, j'ai mis la note de 3 sur mon Letterboxd. Je vous invite, comme d'habitude, à aller voir mon Letterboxd, qui est le lien est dans la description, hein, Pat Le Ouf comme le nom de la chaîne. Ça, comme ça, on pourra discuter un petit peu des films que je vois et des films éventuellement que vous voyez aussi. Voilà, 3 étoiles parce que je m'attendais à mieux de ces deux réalisateurs-là que j'aime vraiment beaucoup. Mais voilà, la seconde partie rattrape, on va dire, la première partie que j'ai trouvée un petit peu laborieuse. Donc je ne sais pas si vous avez vu The Deep House, qui encore une fois... j'ai l'impression, peut-être qu'il n'a pas super bien marché, il est passé un petit peu en dessous des radars.
Voilà, dites-le moi dans les commentaires si vous l'avez vu et ce que vous en avez pensé et où vous le placez dans la filmographie de Maury et Bustillo, qui sont quand même de très bons faiseurs et que je continuerai à suivre parce que j'aime beaucoup ce qu'ils font. C'est un film que je vous invite à regarder. Actuellement, si vous êtes abonné Prime, il est disponible sur Prime, donc allez-y, jetez un œil. J'ai cru voir un moustique passer, j'allais l'éclater. J'ai vu un truc bouger, ça doit être les hallucinations du film. Et écoutez, moi les amis, je vous dis à très bientôt sur la chaîne et je vous souhaite une excellente journée. Ciao ciao.